Bonsoir à tous. On Bonsoir va- tout le monde et la bienvenue. Et bienvenue à tous, bien sûr. On va attendre que tout le monde arrive et rentre tranquillement dans la salle. Est-ce que vous avez pris une petite tasse de thé, un petit verre d'eau à côté, etc. On est parti pour faire une belle conférence. On a un joli topo qu'on a travaillé qui va durer à peu près 49 minutes précisément, qu'on va vous partager. Euh, on a travaillé ce topo pour que ça vous apporte beaucoup de valeur. Et puis, je pense qu'on verra avec Cédric, mais on va faire en sorte qu'on puisse avoir un replay pour tout le monde. Ça y est, donc on est déjà 79 participants. On a qui? On a Nicolas, on a Suzanne Moron, on a John, on a Patrick, on a Malcolm, il y a Sylvie. Salut Sylvie. On a beaucoup de têtes qui sont connues. N'hésitez pas si vous le voulez. À allumer vos webcams. Ça fait toujours plaisir de voir des élèves qui sont là, de voir des anciens élèves qui sont parmi nous. Alors, on va tester le chat aussi. Est-ce que vous pouvez faire un petit coucou dans le chat pour voir si tout va bien? Comme ça vous permet de repérer où est le chat. L'idée, je vous demanderai juste de bien garder vos micros coupés et puis on fera en sorte, après cette conférence, après le topo, d'avoir un temps d'échange, vous aurez certainement peut-être des questions. Donc Farid et moi, on est là pour y répondre. Donc c'est le but. Et on est déjà 18 heures, donc c'est parfait. Ça va être très très bien. Je lance un petit icebreaker, comme on va dire. J'ai préparé un petit truc pour vous. Euh, je vais le mettre juste ici. Hop, je vais partager mon écran. Si j'arrive à partager mon écran, que je fasse ça bien. Où est-ce qu'il est mon petit icebreaker? Il est juste là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, je lance le diaporama. Hop là. Alors, où est-ce qu'on est? Voilà. Donc, je vous lance une petite devinette. Voilà, une petite devinette euh, qui saura me répondre. Vous faites les réponses dans le chat. Est-ce que vous pouvez prédire, on est en mode Madame Irma ce soir avec notre boule de cristal, est-ce que vous pouvez nous prédire quel sera le prix du Bitcoin au 31 décembre 2025? Voilà, c'est au 31 décembre, à chaque fois on a des prédictions qui sont assez rigolotes. Répondez dans le chat, hein, n'hésitez pas à nous donner votre réponse par rapport à ça. Et pour info, le prix du Bitcoin, je regardais tout à l'heure, on était sur un Bitcoin qui était à 113 000 dollars. Voilà. Donc certains analystes ou certains grands entrepreneurs, eux aussi, jouent la devinette. On a les PDG de Coinbase qui prédit que le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars d'ici 2030. On a également Arthur Hayes, qui est le spécialiste des prédictions, qui affirme que Bitcoin pourrait atteindre 2028 jusqu'à 3,4 millions de dollars. Et on a Samson Mow qui estime lui que Bitcoin atteindra 10 millions de dollars. Donc faites votre petite prédiction dans le chat, comme ça vous êtes OK, vous savez où se trouve le chat, et on va pouvoir commencer directement la conférence. Donc vous l'aurez compris ce soir, on va parler de Bitcoin, mais on va parler de Bitcoin sous une forme qui est un petit peu plus spéciale. On va parler des trésoreries Bitcoin. Donc c'est des sociétés qui accumulent Bitcoin en fonds de trésorerie. Donc c'est parti, on bascule sur une conférence qui est enregistrée, comme ça le format va être plus fluide. Vous allez pouvoir entendre l'ensemble et vous pouvez réagir dans le chat, bien sûr, c'est fait pour ça. Allez, c'est parti, on lance cette conférence qu'on a intitulée Chasser les Bitcoin Treasury Company, qu'on a appelé en acronyme BTC tout simplement. Avant de commencer, on fait toujours à chaque fois un petit disclaimer. Cette fois-ci, cette conférence-là, c'est un tutoriel qui était prévu pour nos élèves, les élèves de LSL, de Fast Track Family, les élèves également de Crypto Surfer, et ce gros tutoriel qui était prévu, finalement on l'a transformé en conférence, et du coup on l'a un petit peu vulgarisé pour qu'il soit accessible pour tous, mais on vous le propose en fait en expérience ce soir pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait nous dans l'école LSL, dans l'école Fast Track The Family, et bien sûr dans l'école Crypto Surfer. Cette conférence, ce tutoriel, c'est bien sûr un avis, c'est une opinion personnelle, donc petit disclaimer. À chaque fois, faites vérifier tout ce que je dis ou tout ce que les gens vous disent de manière générale des spécialistes.
Adaptez-le bien sûr à votre situation et comme on dit dans le jargon, do your own research. Le sommaire, on va partir pour déjà une introduction et ensuite on va voir le chapitre 1, pourquoi acheter du Bitcoin. Le chapitre 2, on va voir Bitcoin et Bitcoin Treasury Company. Chapitre 3, on verra le risque des Bitcoin Treasury Company. En 4, on verra pourquoi acheter des Bitcoin Treasury Company. Et en 5, on verra quels sont les Bitcoin Treasury Company. Tout ça, ce sera une partie 1 qui veut être une espèce de grand rappel et approche sur les Bitcoin Treasury Company. Et puis, on va voir la suite. La partie 6, ce sera comment trader sur les Bitcoin Treasury Company. Partie 7, ce sera un petit bonus, ma liste des Bitcoin Treasury Company. Et partie 8, un autre bonus que j'ai intitulé bonus numéro 2, le prochain narratif. Et donc tout ça, ce sera plutôt une partie 2 qui sera une espèce de mise en pratique. Donc s'il y a une des deux parties qui vous intéresse le plus, je vous les dévoile là maintenant. On va parcourir tout ça pendant cette conférence-là. Allez, on est parti. Introduction. Les BTC Company ou Bitcoin Treasury Company. Définition et enjeu d'une nouvelle stratégie financière. Une Bitcoin Treasury Company est une entreprise ou une société qui détient et gère une réserve significative de Bitcoin comme actif stratégique dans son bilan. Ces sociétés investissent dans le Bitcoin pour diversifier leur trésorerie, pour se protéger contre la dévaluation des monnaies traditionnelles et pour bénéficier de la valorisation potentielle à long terme de cet actif. L'essor récent des Bitcoin Treasury Company dépasse une simple mode passagère, certaines réorientant même leur totale activité autour de Bitcoin. Nous pouvons tirer parti de ces sociétés qui prennent du coup en charge l'achat, le stockage et même la génération de rendement sur le Bitcoin juste pour nous. Pour mieux comprendre leur stratégie, il est utile de revenir brièvement sur les fondamentaux de Bitcoin, même si je suis sûr que vous les connaissez déjà. Pourquoi acheter du Bitcoin? Quel est l'intérêt d'accumuler du Bitcoin? Qu'on soit un particulier ou une Bitcoin Treasury Company, Bitcoin est attrayant pour 3 grandes qualités. Pour ses qualités intrinsèques, pour son adoption et pour la valeur refuge qu'on lui accorde. On va voir ces 3 points en revue juste après. 9 grandes qualités de Bitcoin. Première, il est infalsifiable. Les transactions sont sécurisées par la crypto et validées par un consensus distribué. C'est le proof of work ou la preuve de travail. Donc ça veut dire qu'il est impossible de créer de faux Bitcoin. Bitcoin, deuxième qualité, est décentralisé. Aucun gouvernement, banque ou entreprise ne le contrôle. Le réseau est réparti sur des milliers de nœuds à travers le monde. Troisième qualité, il est inattaquable, non censurable. Une fois qu'une transaction est validée, elle est inscrite dans la blockchain, elle ne peut pas être annulée. Personne ne peut empêcher une transaction d'être diffusée dans le réseau. Bitcoin, quatrième qualité, est transparent. La blockchain est publique, chacun peut vérifier les transactions. Cinquième qualité, l'offre est en quantité limitée. Elle est plafonnée à 21 millions de bitcoins. La rareté est programmée un petit peu comme si c'était de l'or. Sixième qualité, Bitcoin est divisible. Vous pouvez difficilement couper un lingot d'or en deux, alors que chaque Bitcoin est divisible jusqu'à 100 millions de Satoshi. Le Satoshi, c'est la plus petite unité de Bitcoin, et donc du coup, ça permet de l'utiliser pour des micro-paiements. Septième qualité, Bitcoin est portable. On peut transférer des millions de dollars en quelques minutes partout dans le monde avec juste une clé Ledger ou un smartphone. Huitième qualité, Bitcoin est résilient. Il est en fonctionnement sans interruption depuis 2009 malgré toutes les tentatives d'attaque qu'il y a eu dessus. Et dernière qualité, neuvième, Bitcoin ne dépend d'aucune frontière. C'est une monnaie véritablement internationale et utilisable partout. Voici les 9 qualités de Bitcoin. Maintenant, on va voir l'autre intérêt d'accumuler du Bitcoin. Et ben, c'est la deuxième partie, c'est pour son adoption. Bitcoin est mort 431 fois, mais en fait, il est plutôt toujours florissant. Le site Bitcoin is Dead comptabilise la nécrologie de Bitcoin. Il compte le nombre de fois où quelqu'un a déclaré Bitcoin est mort. Bitcoin, donc du coup, a été ainsi déclaré mort 431 fois, depuis ses 11 centimes en 2010 jusqu'à 115 000 $ actuellement.
Donc du coup, il y a beaucoup de personnalités, comme par exemple Peter Schiff, qui considère toujours le Bitcoin comme la plus grande bulle de l'histoire. Depuis 2010, Peter Schiff s'acharne sur le Bitcoin, et il a même prédit qu'il disparaîtrait avant 2032. Warren Buffett et Charlie Munger, feu Charlie Munger, n'aiment pas du tout Bitcoin. Warren Buffett l'a comparé à du poison pour rats, donc la mort au rat, au carré, ou alors à un jeton de casino, même si Warren Buffett s'exprime moins souvent désormais sur Bitcoin. Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, après l'avoir qualifié d'outil criminel et sans valeur, maintenant sa banque est en train de développer des services qui sont liés aux crypto-monnaies. Donc Bitcoin est mort, mais finalement, malgré que Bitcoin est mort, on va voir plutôt que Bitcoin n'est pas si mort que ça. Un petit peu d'humour, le site Bitcoin is Dead a fait un petit parallèle avec un graphique. Si vous aviez à chaque fois que Bitcoin a été déclaré mort, investi 100 $ à chaque fois, aujourd'hui, vous seriez riche de 117 millions de dollars. Est-ce que Bitcoin est mort 431 fois? Non, Bitcoin est plutôt vivant 431 fois. Les exemples, les plus grands exemples, il y en a plein, hein, mais en février 2021, Tesla a acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin comme réserve d'actifs pour sa société. Le Salvador a voté une loi pour approuver le Bitcoin comme monnaie légale du pays, c'était en juin 2021. En janvier 2024, BlackRock qui a réalisé son ETF Bitcoin, qui est le plus gros aujourd'hui. En avril 2025, même les petits, donc les supermarchés Spar en Suisse, acceptent le paiement en Bitcoin. Donc Bitcoin est loin d'être mort, au contraire. Bitcoin est sur une adoption massive. Et donc du coup, c'est là où on va voir le dernier point. Pourquoi est-ce qu'on adopte Bitcoin? C'est pour la valeur refuge qu'on lui accorde. Je vous donne un petit cas pratique. Réfléchissez. Comment est-ce que vous pourriez déplacer toute votre fortune rapidement et de manière safe? Allez, petit cas pratique. Réponse A. Est-ce que vous chargez discrètement le soir à minuit dans un conteneur anonyme sur les docks tous vos lingots d'or et puis vous fermez les portes et vous le faites charger sur un cargo en direction d'une république bananière? Tout ça pour déplacer votre fortune de manière anonyme et discrète. Est-ce que c'est vraiment une solution la plus discrète? Bon, je vous souhaite d'avoir beaucoup de lingots d'or. Si c'est pas le cas, on va voir un deuxième cas pratique. Sinon, est-ce que vous couvrez madame, vous mettez quelques épaisseurs de billets sur elle, ni vu ni connu, vous mettez madame en maillot de bain avec toutes les liasses de dollars sur elle, un gros manteau par-dessus comme ça se voit pas, vous faites pareil avec les 3 enfants, et tout le monde part bien au chaud, en expatriation dans un avion en toute discrétion. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la manière la plus safe? Ou alors, solution C, est-ce que vous utilisez Bitcoin, c'est-à-dire vous sécurisez Bitcoin sur un ledger, et puis vous emmenez le tout sur votre ledger avec vous, tranquillement et discrètement. Pour rappel, 1 milliard de dollars en lingots d'or va peser 226 tonnes à déplacer, alors que un ledger qui permet de contenir tout en Bitcoin pèse 34 grammes. Phase d'adoption, et plutôt maintenant phase d'accumulation. Vous vous souvenez de cette image? On a tous vu cette image avec l'évolution de tous les téléphones. La téléphonie, ça a été un truc incroyable. Les vieux téléphones avec antenne qu'on avait dans les années 90, jusqu'à ce que les petits téléphones apparaissent, les Nokia. On a tous eu, je crois, un 3310, voilà. Et puis cette image, beaucoup l'utilisaient en comparant Bitcoin en disant, voilà, vous connaissez l'iPhone, et pour Bitcoin, on en est ici, on est sur le 2e ou le 3e téléphone, il y a toute une révolution à faire. J'ai retouché un petit peu avec mon pote ChatGPT cette image, et j'en ai fait plutôt celle-là. Je pense qu'on a bien avancé dans la phase d'adoption et dans l'évolution, parce que on est maintenant dans une phase d'accumulation où les sociétés, la smart money, comme on dit, tous les cols blancs s'intéressent à Bitcoin. C'est plus nous, les petits insiders, les petits portefeuilles qui étions là en premier, qui avons dû subir en fait cette première phase d'adoption. Maintenant, c'est adopté et tout le monde en veut. Donc je pense qu'on a avancé dans l'image et qu'on est ici parce que les Bitcoin Treasury Company veulent du Bitcoin, donc on est plutôt là. La preuve en est, si je me réfère au site Bitcoin Treasury, on voit que maintenant, les BTC Treasury détiennent pour 3,74 millions de BTC, soit plus de 18% de l'offre totale de Bitcoin. Donc Bitcoin est adopté et Bitcoin est en train d'être accumulé par les grosses mains. Partie 2, Bitcoin et BTC. BTC pour Bitcoin Treasury Company.
Alors, le titre de cette conférence était Chasser les BTC. Le titre est un petit peu exprès sensuel et provocateur, mais en fait, on va pas s'intéresser au BTC, car vous le savez autant que moi, il a jamais été aussi facile maintenant en 2025 d'acheter du Bitcoin, c'est pas comme il y a 10 ans en arrière ou autre. Là, quand on dit chasser les BTC, on va plutôt explorer l'univers des Bitcoin Treasury Company. Qui sont-elles? Qui sont ces sociétés-là? Une petite plongée dans l'univers des Bitcoin Treasury Company va commencer par cette définition. Ce sont tout simplement des sociétés dont l'objectif premier est d'acheter et d'accumuler du Bitcoin via leur trésorerie. Elles sont généralement cotées en bourse pour favoriser leur croissance et elles ont un modèle économique dont le seul but est d'augmenter en fait leur nombre de bitcoins par action. Un exemple qui est très connu de tous, c'est MicroStrategy avec la photo ici de Michael Saylor. Michael Saylor qui joue même avec une identification de la couleur orange qui est celle de Bitcoin, et on le voit tout le temps rappeler à chaque fois cette couleur, que ce soit sur son petit mouchoir de son costard ou le choix de sa cravate. Là ici l'image en fait c'est est-ce que vous préférez du orange ou du orange, parce que Michael Saylor est un maximaliste sur Bitcoin. On continue notre plongée avec le but des Bitcoin Treasury Company. Leur but, c'est un exil monétaire vers Bitcoin, c'est-à-dire permettre un investissement en Bitcoin sans détention directe de Bitcoin. C'est une réponse à une forte demande des investisseurs qui souhaitent dépasser leur simple exposition à la monnaie fiat. Une Bitcoin Company prend en charge l'achat, le risque et la garde des bitcoins à votre place. Ça, c'est le service qu'elle va vous proposer. L'accès à une Bitcoin Company va se faire via la bourse, par un véhicule réglementé et liquide, que ce soit votre compte titre ou le compte titre de votre société, ou votre PEA, ou un plan d'épargne, ou des institutionnels, etc. Et le rendement. Elle génère du yield par augmentation du nombre de bitcoins par action, par opposition à un simple ETF passif. Maintenant, on va passer sur quelques petites formules comptables pour mieux comprendre comment fonctionnent les Bitcoin Treasury Company. On va parler de valeur d'actifs. Le NAV, ou Net Asset Value, donc la valeur des actifs, c'est la valeur théorique en fait de l'entreprise. Pour une Bitcoin Treasury Company, on va réduire ça à son nombre de bitcoins en réserve, multiplié par son prix. Donc en gros, si la société vend ses bitcoins, on a cette valeur-là, qui est illustrée par la formule NAV égale à peu près les bitcoins en réserve, le nombre de bitcoins en réserve, multiplié par le prix du bitcoin. On va voir maintenant la capitalisation gain. C'est la valeur que le marché attribue à cette entreprise, indépendamment du stock de bitcoin. Donc, la capitalisation, c'est le nombre d'actions multiplié par le prix de l'action. Et maintenant, le MNAV, c'est la comparaison entre cette capitalisation de marché à la valeur réelle des actifs. Donc, c'est la comparaison entre capitalisation de la société et le NAV. Donc, le MNAV, c'est la valeur que le marché attribue à cette capitalisation divisée par la valeur des actifs. On continue un tout petit peu. Les variations du MNAV, donc du coup, qu'on vient de voir, à la hausse ou à la baisse, si la capitalisation de la société est supérieure au NAV, alors cette société cote avec une prime, qu'on appelle ça un premium. Si la capitalisation de la société est inférieure au NAV, alors elle cote avec une décote, c'est-à-dire un discount. Donc si on veut le dire autrement, si le MNAV est supérieur à 1, il y a une prime, c'est un premium, c'est intéressant. Si le MNAV est inférieur à 1, il y a une décote, il y a un discount, donc c'est peut-être moins intéressant. Et si le MNAV est égal à 1, alors c'est que le marché valorise exactement la réserve de Bitcoin de cette société. Et dernier petit point, le BPS, c'est le nombre de Bitcoin par action. Comme ça, vous avez toutes les formules. BPS, c'est le nombre de Bitcoin divisé par le nombre d'actions. Maintenant, je vous donne un cas pratique. On va prendre la Bitcoin Treasury qui s'appelle XYZ. Pour simplifier les calculs, elle est à 1 million d'actions. Le prix d'une action, c'est 10 euros et elle a 50 bitcoins en réserve. Un prix du bitcoin à 100 000 euros. Donc du coup, je fais les calculs pour vous, vous me suivez. La market cap, c'est 1 million d'actions multiplié par 10 euros l'action, donc sa market cap, c'est 10 millions. Son NAV, donc la valeur des actifs, va être de 5 millions d'euros, c'est-à-dire les 50 bitcoins multipliés par leur prix, donc 50 fois 100 000. Et puis le MNAV du coup, c'est le rapport en fait entre la capitalisation de la société divisé par la valeur des actifs, donc ça veut dire que on est sur millions divisé par 5 millions, donc on a un MNAV qui est à 2.
Donc c'est une Bitcoin Treasury Company qui dispose d'une prime élevée. Une action de cette société vaut 5000 Satoshi en Bitcoin. On va prendre le cas où cette Bitcoin Treasury XYZ elle va faire une levée de fonds. Elle fait une levée de fonds, elle va émettre 500 000 actions de plus, toujours à 10 € l'action, donc elle va lever 5 millions d'euros. Ça va lui permettre d'acheter pour 5 millions d'euros de plus, 50 bitcoins de plus. Donc sa trésorerie va passer de 50 bitcoins à 100 bitcoins. Du coup, voici la nouvelle situation de cette société. Sa market cap est maintenant de 15 millions d'euros. Son NAV, donc la valeur de ses actifs, est évaluée à 10 millions d'euros. Et donc le MNAV est évalué à 1,5. On est toujours dans un premium. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une action vaut maintenant 6666 Satoshi. Alors rien de diabolique par rapport à ça, mais c'est juste que par rapport à cette levée de fonds et ce nouvel achat en fait de Bitcoin dans la trésorerie de cette Bitcoin Treasury, la Bitcoin Treasury XYZ vient de générer un rendement de 33% pour les investisseurs qui étaient dessus. Je vous pose une petite question pour ceux qui ont déjà du Bitcoin dans leur portefeuille. Est-ce qu'on peut stacker nos Bitcoins et avoir du rendement dessus? La réponse, vous la connaissez, c'est non. On ne peut pas avoir du rendement sur Bitcoin, on a 0% de rendement. Et pourtant, vous voyez par l'exemple que je viens d'illustrer, les Bitcoin Treasury Company permettent de stacker indirectement le Bitcoin et d'obtenir un API, un rendement annuel entre 12 et 16% qu'on a constaté. Ce yield provient directement de l'exil monétaire fiat. En fait, les Bitcoin Treasury Company captent l'arbitrage du marché et convertissent son instabilité en Bitcoin. Allez, chapitre 3, le risque des Bitcoin Treasury Company. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Et est-ce que toutes sont bonnes à acheter? On va le voir tout de suite. Quel est le risque? Je vous donne un exemple que peut-être vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Voici Long Island Tea. C'est une société américaine. Sa filiale produisait du thé glacé aux États-Unis et de la limonade. Le premier produit de l'entreprise a été en 2011. Première société. Je vous donne aussi une autre société qui est juste à côté, qui s'appelle Long Blockchain Corporation. Long Blockchain Corp apparaît en 2017, c'est une société qui s'oriente vers l'exploration et l'investissement dans des opportunités qui tirent des avantages de la technologie blockchain. Du coup, ma question est, quel est le point commun entre ces deux sociétés? Attention, réponse, c'est la même société. Avant 2017, c'est Long Island qui faisait du thé, et après 2017, c'est Long Island qui fait de la crypto. Avec juste un simple rebranding en Long Blockchain Corp, la société veut réorienter son activité en 2017 et faire du minage. On est à ce moment-là en plein bull run crypto, et à l'annonce de cette nouvelle, le cours de son action explose de 380%. Génial, vous allez me dire. Sauf que la suite, ça a été une vraie arnaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici les articles de presse. Peu de temps après avoir changé le nom de cette société et constaté une augmentation massive de la valeur de ses actions, Long Blockchain a annulé son projet de lever plusieurs millions de dollars via une offre d'actions et a annulé en fait son achat de 1000 plateformes de minage de Bitcoin tel que c'était prévu. Et la suite, c'est les articles qui publient. La Long Blockchain n'est peut-être pas aussi smart ou intelligente qu'on le pensait. Long Blockchain est assignée à comparaître par la SEC après l'éviction du Nasdaq, donc elle s'est fait virer du Nasdaq. Et en fait, il y a eu fraude, délit d'initié, etc., etc. Et voilà. Donc du coup, la société a déposé le bilan et a escroqué au passage en fait tous les gens qui possédaient en fait des actions Long Blockchain Corporation et qui avaient investi sur cette news-là. Donc quel est le risque en fait pour les Bitcoin Treasury Company? Le cas de Long Blockchain illustre un phénomène qui est assez commun, soit une mauvaise gestion, soit un emprunt de crédibilité, c'est-à-dire sur l'attrait d'une tendance du marché, une société peut faire un rebranding complet en disant « moi aussi je vais faire ça », soit aucune base opérationnelle solide ou de plan clair pour exécuter des activités réelles dans ce nouveau domaine que cette société prétend pouvoir faire. Les dangers donc du coup des Bitcoin Treasury Company sont un petit peu cela, une mauvaise gestion financière, une perte de confiance dans les dirigeants, un pivot de la dernière chance, c'est-à-dire que d'un seul coup, une société va s'improviser Bitcoin Treasury Company sans en avoir aucune idée de ce qu'il faut faire, ni les compétences, ni démarcher en fait les spécialistes pour pouvoir l'aider à le faire. Et le dernier risque peut être également un risque systémique, parce que c'est un nouveau système et par exemple les Bitcoin Treasury Company, imaginons que Bitcoin d'un seul coup chute
et chute de 115 000 euros à, je sais pas, 80 000 ou 60 000 euros, et ben le NAV va chuter et la société peut se trouver en très grande difficulté. Chapitre 4, maintenant qu'on a vu les dangers potentiels, on va se poser la question pourquoi acheter des bitcoins Treasury Company? Quel est le but? Alors, vous le savez très bien, l'or c'est une valeur refuge, sauf qu'en fait, on ne sait pas vraiment qui a de l'or, ni combien, dans quelle quantité, etc. C'est un petit peu une espèce de poker menteur où chacun dit avoir tant de réserves d'or. Il n'est pas possible d'auditer de l'or, sauf à fondre pour de vrai et réévaluer les réserves. En fait, il y a même des lingots d'or qui ne sont pas des lingots d'or, qui peuvent être d'une autre matière, du tungstène, du cuivre ou autre, etc. Et donc, du coup, en fait, il y a du faux or aussi qui circule. Alors que BTC, lui, est traçable et une réserve de valeur en BTC est quantifiable. BTC est infalsifiable. Donc du coup, le Bitcoin est en train de prendre un rôle d'étalon monétaire. Et il est tellement bien que personne ne veut d'un Bitcoin 2.0, personne ne veut que Bitcoin évolue. Bitcoin est comme ça. Une monnaie en chasse une autre, c'est Nicolas Oresme, qui était évêque, économiste au XIVe siècle sous Charles V, je crois, de mémoire pour avoir vu cette citation. Et donc du coup, quand une monnaie chasse une autre, eh ben, est-ce que Bitcoin ne serait pas en train de chasser l'or? Je vous pose un scénario hypothétique, bien sûr, qui pourrait se arriver par rapport aux USA. Imaginons que les USA veuillent dévaluer le dollar. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça et comment est-ce qu'ils s'y prendraient? Eh bien c'est très simple, les plus gros émetteurs de stablecoin, vous les connaissez, Circle, Tether, sont massivement investis sur de l'obligataire. C'est-à-dire que pour un USDC ou un USDT qui est émis, normalement il y a son équivalent en dette américaine, en dollars américains. Donc c'est sur de l'obligataire américain. Mais si USDC et USDT étaient dévalués, si les États-Unis dévaluent leur dollar, eh bien USDC et USDT qui sont adossés au dollar vont être dévalués. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le monde entier qui utilise la crypto et qui du coup utilise USDT et USDC va du coup soutenir la dette américaine. Donc ça veut dire que le monde entier va se mettre à payer la dette américaine en dévaluant le dollar. Mais pour que ce scénario s'opère, il faut une réserve de valeur qui, elle, ne sera pas dévaluée, une réserve de valeur qui soit reconnue par tous et adoptée par tous, j'ai nommé Bitcoin. Du coup, quel est le but des Bitcoin Treasury Company? Elles sont les prochaines banques centrales privées. C'est la citation de Éric Larchevêque, qui est co-créateur de Ledger. Quand je regarde un petit peu le placement, par exemple, de Strategy, qui est la plus grosse des Bitcoin Treasury Company, Strategy est maintenant dans le top 5 des plus grosses sociétés au monde. Elle est juste derrière Microsoft et elle est quand même devant Nvidia. Donc pour une petite société qui ne fait que accumuler du Bitcoin, elle est quand même numéro 5 mondial. Selon Éric Larchevêque, les Bitcoin Treasury Company les mieux gérés seront les plus grandes sociétés dans le monde dans les 5 à 10 années à venir. Du coup, chapitre 5, quelles sont les Bitcoin Treasury Company? Elles sont là. Voilà, ici on a un tableau qui résume le top 100 et je vais zoomer un tout petit peu dessus. Voilà, ici on a le top 20. Donc on a en premier Strategy, on a Mara, on a Metaplanet, voilà, vous connaissez un petit peu tous ces noms-là. Et puis on a au-delà du top 20, voilà, on a même Capital B, Cocorico, qui est française, on a SQNS, etc. Donc Séquence Communication. À chaque fois, du coup, vous avez le classement avec à droite le nombre de bitcoins qu'elles détiennent dans leur trésorerie. Donc la petite application pratique de cette conférence, ça va être de créer votre liste de surveillance. Pour ça, il faut trouver la source d'information. Moi, j'ai choisi, vous allez sur Twitter, enfin X, pardon, ex-Twitter, et vous allez taper BTC Treasury, par exemple. Vous avez un site qui fait que ça, c'est assez bien, et qui remet le classement à jour. Vous prenez ce classement, et puis vous allez créer votre espace de travail. Vous choisissez soit Pro Realtime, soit TradingView, soit les deux, c'est assez facile. Et donc du coup, vous avez juste à créer votre liste de Bitcoin Treasury Company dedans, et vous la créez par ordre de 1 à 50 si vous voulez. Donc je vais vous faire cette petite démonstration vidéo avec en plus le screening tel qu'un élève de l'école LSL Fast Track ou de CryptoSurfer peut le faire. Allez, bienvenue sur Pro Realtime. Pour cette partie-là, on va partir sur la création de liste. Donc sur Pro Realtime, c'est pas trop compliqué. On va ici dans affichage, on cherche liste,
et on va cliquer sur nouvelle liste. Quand on est ici, on peut sélectionner soit une nouvelle liste, soit directement la renommer. Moi, je viens de me faire du coup une nouvelle liste que j'ai appelée BTC Compagnie. Voilà. Le petit 0, ça veut dire qu'il y a 0 ticker dedans. L'idée, c'est de prendre son petit tableau. Voilà, le tableau qui est là, et de rajouter un à un tous les tickers. Donc MSTR, CEPO, DN3, etc. Donc je vais le faire devant vous. Donc ici, je clique, voilà, je crois que c'est là, ici, et je peux du coup rentrer le ticker MSTR. Donc MSTR pour stratégie. Voilà. Et donc du coup, j'ai stratégie qui se rentre en premier. Le top du top, c'est de faire en sorte que la liste ici, avec le numéro 1, corresponde à la première. Comme ça, l'ordre qu'on a ici, c'est la Bitcoin Company dans notre liste qui détient le plus de Bitcoin. Ici, c'est MicroStrategy. Donc je vais chercher du coup CEPO, DN3, DJT, etc. Donc je le fais devant vous. On est parti. Donc je continue. Je vais chercher CEPO, CEPO. CEPO Counter Equity, allez hop, c'est celle-là. Ensuite, je vais chercher DN3 qui est apparemment au Japon. Donc, hop là, au Japon, c'est Metaplanet. Mais donc, du coup, elle est cotée sur la partie Allemagne, donc Francfort. Voilà, elle est là. Ensuite, on va continuer avec, du coup, c'est DJT. Donc, DJT, c'est Trump Media. Voilà, donc ça doit être Donald Trump. Hop, DJT, elle est là, voilà. Donc la prochaine va s'appeler NXTT. Voilà. Donc vous voyez, en gros, il y a juste à taper le nom du ticker. Voilà, et puis on a à chaque fois les Bitcoin Company qui sont dans le petit tableau qu'on remet ici. SMLR. Voilà, SMLR, c'est du coup Semler. Voilà, c'est bon. On vérifie à chaque fois que le nom correspond bien au ticker. GameStop, GME, GameStop Corp, voilà, qui est juste ici, voilà. Donc en gros, on y va, on se fait toute la liste et je vais directement passer à la liste complète. Voilà, donc j'ai la liste complète. La première, MicroStrategy, CEPO, DN3, DJT, NXTT, etc. Voilà. Donc voilà comment on crée sa liste. Allez, chapitre 6, on va voir maintenant comment trader les bitcoins Treasury Company. Donc, approche comptable versus approche graphique. Je vous rappelle à droite toutes les formules qui sont hyper importantes, celles que j'ai données juste avant. Elles sont tellement importantes que je les ai juste apprises et presque découvertes avant de faire cette conférence-là. En fait, c'est un pense pas bête, je vais vous le dire tout de suite, ne retenez pas ces formules, elles ne servent à rien. Voilà, oubliez votre calculatrice, laissez au comptable le soin de calculer les variations du NAV, du MNAV, de toutes ces Bitcoin Treasury Company, ça ne sert à rien. En fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que notre approche est beaucoup plus simple, elle est graphique. Lire un graphe est une économie précieuse de temps et va vous épargner beaucoup d'aspirine. Si un analyste, si le marché d'un seul coup se met à valoriser une BTC Company, cela se voit en 2 secondes. Je vous donne l'exemple qu'on va faire un petit peu après. Là, je vous explique comment faire une mise en place d'une routine. La routine rapide de travail, le soir ou le matin, ça se fait en 15-20 minutes. Ça se fait à chaque fois quand le marché est fermé, c'est mieux. Comme ça, vous n'avez pas l'élection. Vous allez juste maintenir une fois par semaine votre liste de surveillance. Donc vous allez sur le site et vous regardez s'il y a des nouvelles BTC Company. Vous allez retirer celles qui sortent du classement ou de votre top 15 par exemple. Voilà, vous faites ça une fois par semaine, pas plus. Et puis vous allez identifier en fait du coup les leaders dans le secteur et garder un œil sur ceux qui sont, on va dire, appeler ça les challengers. Donc vous pouvez tout à fait pour faire ça organiser votre liste avec un top 3, quels sont les 3 premiers, un top 5, quels sont les 5 premiers, et un top 15, quels sont les 15 premiers. Et puis, à chaque fois que vous faites une petite mise à jour, une fois par semaine, observez les changements sur le classement, regardez par exemple qui rentre dans le top 15, qui en sort, qui rentre dans le top 5, qui en sort, etc. etc. Voilà, vous faites ça toujours en même temps que vous faites votre mise à jour une fois par semaine de la liste, vous comparez quels sont les petits changements que vous pouvez observer dans le classement. Et puis, l'approche graphique, on part sur, bien sûr, l'observation graphique. Qu'est-ce que c'est? On va chercher à repérer, à tracer des pivots, en fait, sur les graphiques, vous allez voir. Et puis, on va placer des alertes de franchissement de ces pivots. Et puis, toujours graphiquement, ça, c'est les élèves de la formation savent très bien le faire, c'est repérer les contractions de la volatilité et les nouveaux top départ de chaque nouvelle tendance. Allez, cas pratique, on regarde avec Capital B, dont on a parlé juste avant, petite société française qui s'est mise
à accumuler du Bitcoin. Cédric en parle dans son canal Telegram. On part du cas où il faut identifier une large base. Voilà. Ici, vous le voyez, on a une grande base, c'est-à-dire que les prix n'ont pas vraiment de direction. Ils ne montent pas, ils descendent pas. On a l'impression en fait que le cours de l'action flotte un petit peu au gré des courants, on va dire ça comme ça. Il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc sur cette large base, on a la possibilité de tracer un pivot. C'est le grand trait que vous voyez ici. On a tracé un pivot. Au début, quand on trace un pivot, on ne sait pas où il va aboutir. Mais sur la fin des prix, on voit que les prix reviennent sur le même niveau qu'au début du pivot. Un pivot, comme je le dis à mes élèves, c'est un grand spaghetti. Vous le placez à l'horizontale et il faut arriver à faire en sorte qu'il soit bien épousé au début et bien soutenu également sur la fin. Une fois que votre spaghetti est posé à l'horizontale, vous regardez et vous observez surtout sur la fin, vous voyez que les cours sont en train de se rapprocher de ce pivot, de ce spaghetti, et viennent le toucher, même si je peux mettre mon curseur. Vous voyez, les prix remontent ici sur toute la partie 1, et viennent retoucher ce pivot-là, qui avait déjà été touché ici et au début, et un petit peu ici. Là, d'un seul coup, les prix se sont éloignés, et sur la fin, ils reviennent, et ils touchent, ils essaient de le dépasser, ils n'y arrivent pas, mais en touchant le prix, ils rebondissent dessus, mais ils rebondissent et ils redescendent pas jusqu'en bas. Ils restent contre le pivot. Comme si c'était une balle rebondissante qui était attirée ou aimantée par le plafond. Vous voyez, elle est en train de se poser dessus. Et d'un seul coup, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a une traversée du pivot. Donc le pivot, ici, sur cette zone-là, on dit qu'il est travaillé. Et d'un seul coup, juste ici, il est cassé. Ça s'appelle un breakout. Et quand le pivot est cassé à la hausse, d'un seul coup, les prix accélèrent. Là, en fait, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire graphiquement, en fait, c'est l'équivalent d'un MNAV qui, d'un seul coup, change. D'un seul coup, en fait, les opérateurs ont décrété que ALCPB, donc capital B, d'un seul coup, cette société-là est devenue beaucoup plus attrayante. Et pourquoi, en fait? Eh ben, vous le verrez dans la story de Cédric sur Telegram, cette petite société-là a changé son modèle et elle est devenue une Bitcoin Treasury Company à partir du mois de novembre. Et regardez comme ça s'apprécie sur les prix. D'un seul coup, on voit qu'il y a un engouement à l'heure jusqu'à ce que les gens décident que ça y est, ils ont assez payé cher le prix de cette petite société-là. Voilà, donc là c'était la limite, et cette limite-là correspond à cette limite ancienne, sauf qu'en fait, tous ceux qui étaient acheteurs ici deviennent vendeurs ici, ils revendent, ils prennent leurs gains, et puis ceux qui en avaient acheté ou ceux qui n'en avaient pas acheté d'un seul coup, face à cette revente, se disent « Oula, le prix est redescendu, la société est en premium d'un seul coup, je peux bénéficier d'une surcote dessus, donc je vais en racheter. » Il y en a qui en rachètent jusqu'à un moment où peut-être que la société Capital B rachète en même temps des bitcoins en faisant une levée de fonds, et d'un seul coup, le prix affiché est en décalage avec la valeur complète de cette société. Et donc c'est là où on assiste généralement à un rattrapage des prix. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire en 2-3 minutes, graphiquement, vous le voyez en 2 secondes. D'un seul coup, on avait une base, on trace un pivot, le pivot est travaillé, et le pivot est cassé ici. Voilà, en 2 secondes, vous voyez tout ça. La suite, c'est une accélération haussière qui a été vraiment assez forte parce qu'il y a eu un fort rattrapage en fait sur la valeur de Capital B. Et ça, c'est le genre de trade qu'on prend dans LSL, dans Fast Track et dans Crypto Surfer. Allez, on est de retour sur Pro Real Time. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait sa routine du soir ou routine du matin. On fait en sorte que le marché soit fermé au moment de son screening, comme ça on n'a pas de problème. Et on essaye de repérer ou de placer les pivots. Qu'est-ce que c'est qu'un pivot? Un pivot, en fait, c'est soit une zone de résistance, quand le pivot, ici, ce petit trait se trouve au-dessus des prix. Donc un pivot, souvenez-vous, moi c'est ma petite blague, c'est un petit spaghetti, on fait en sorte qu'il soit horizontal, et c'est comme un jeu, on essaye de le poser de sorte qu'il soit posé à l'horizontale. Donc un pivot, on essaie de tout le temps avoir quelque chose qui soit propre. On ne fait pas un pivot oblique, ça c'est beaucoup plus compliqué à avoir quelque chose de respecté quand c'est oblique. Par contre, un pivot horizontal, voilà, vous tracez votre trait horizontal et vous essayez de le disposer là où ça correspond bien. Donc là, si je place mon pivot, je vois qu'il est soutenu ici, sur cette zone-là. Il est soutenu sur cette zone-là, il est soutenu sur cette zone-là, et puis si je zoome un petit peu, eh ben, je vois que sur cette zone-là, voilà, il est soutenu également. Voilà.
Donc là, ici, c'est un pivot qui était résistance, et on voit que les prix ont accéléré, bim, ils ont tapé le pivot, ils ont rebondi, bim, ils ont retapé le pivot, ils ont rebondi, bim, une troisième fois, et sur la quatrième fois, ils sont restés un petit peu sous le pivot, et là, d'un seul coup, à force de taper sur le pivot, et ben c'est comme quelqu'un qui essaye et qui finit par y arriver, ils ont fini, bim, avec force et avec répétition et insistance, ils ont fini par passer au travers en fait du pivot. Donc les pivots sont faits pour être franchis, qu'ils soient résistance comme ici, ou qu'ils soient support en dessous. Ça aurait pu très bien être l'inverse, avec quelque chose qui vient taper ici sur cette résistance et passer à l'inverse, sauf que là en fait c'est un pivot qui servait de résistance et ça a été cassé à la hausse. L'idée c'est de observer les pivots qu'on a vus par le passé, essayer de prévoir les prochains. Là, on est sur micro-stratégie. Donc, je vous fais le cas avec vous, en direct. Si on voulait placer le prochain pivot, je vais prendre ici la zone du plus haut. Puis, je vais essayer d'ajuster cette zone-là ici sur une autre zone. Donc, j'ai ma zone ici qui tient mon pivot et qui le tient là. Et puis, quand je le prolonge, je vois que je peux le remonter un petit peu. Donc, c'est pas tout à fait au millimètre. Vous voyez, mon pivot, il était touché ici. Il est touché ici, voilà, il est touché ici. Et puis un pivot, à chaque fois, tant qu'il n'est pas franchi, on le prolonge largement vers la droite. Voilà, et on peut espérer voir les prix faire la même chose stratégie, c'est-à-dire, hop, là, ils sont venus travailler un pivot une fois, deux fois, trois fois. Là, ils reprennent un petit peu de force. Ils vont venir certainement contre le pivot, on espère encore une fois, et passer au travers avec une belle accélération haussière. Ça, quand vous avez votre liste dans votre routine du soir, vous pouvez vous amuser à tracer vos pivots, à regarder, à les surveiller, à faire une fois par semaine votre mise à jour, mais regardez un petit peu vos pivots. Et ce pivot-là, je vais faire un clic droit dessus et je vais mettre une alerte. Ça veut dire que quand ce pivot-là sera franchi, je recevrai une alerte par SMS ou par mail. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre toutes les actions qui sont dans sa liste, de repérer s'il y a des éventuels pivots, voilà, de les regarder, et de les placer, de les réajuster un petit peu si besoin en fonction de l'évolution des cours, pour qu'ils soient un petit peu mieux, et puis de surveiller le jour où on a une alerte avec un pivot qui est franchi. Là, je regarde le graphe en une semaine, mais je vais le regarder en journalier. En journalier, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, on n'a pas encore de grands pivots à tracer, donc est-ce que le prochain pivot, il sera là? Je ne sais pas. Est-ce que le prochain pivot, il sera là? Je ne sais pas. Donc je vais attendre que le futur me donne un petit peu plus d'évolution, par exemple, sur ces pots, pour pouvoir placer un prochain pivot. Je vais accélérer un petit peu, puis je vais essayer de vous montrer les autres endroits où ça peut être intéressant. Donc ici, DN3, il n'y a pas grand-chose. Ici, DJT, il n'y a pas grand-chose. Voilà. En fait, tout ça, c'est un œil qu'on travaille avec le temps. Les élèves de la formation LSL Fast Track le savent bien. Les élèves de Crypto Surfer aussi. Avec le temps, on fait une routine qui est assez rapide, qui va de plus en plus vite. Vous voyez ici sur GameStop. GameStop, c'est pas très beau parce que c'est un petit peu haché, mais on pourrait tout à fait se dire, tiens, on a possibilité d'avoir un pivot ici. Donc je trace un pivot, de toute façon c'est gratuit, ça mange pas de pain, et je place une alerte sur ce pivot, j'ai une petite cloche, et quand le pivot sera franchi, ce sera peut-être le jour où on aura une accélération de grande ampleur. Voilà, allez, on continue, ici on n'a pas grand chose, vous voyez, ça c'est le genre de Bitcoin Treasury compagnie sur laquelle il se passe rien. Là on est sur ADE, vous voyez, il y a mes anciens trades. Là ici c'est un trade que j'ai pris sur ADE. On avait une grande base ici, avec la cassure dans mon pivot, j'ai une cloche qui a sonné, et j'ai pu prendre ce trade, et il est parti assez fort. Voilà, ici on va regarder sur SQNS, donc SQNS c'est Cocorico, c'est français. J'ai tracé un pivot qui est très haut. Pour l'instant ça correspond pas à grand chose, et c'est même pas une très belle pattern, mais je conserve mon pivot. On va voir, ici on n'a pas grand chose. Voilà, ici on n'a pas grand chose. Là on est sur Capital B, donc Capital B, je vais vous montrer en exemple. C'était à partir du moment où on avait une grande base, voilà, ici, là. Donc ici, quand on était sur ce moment-là, on pouvait pas se dire il se passe quelque chose. Là, on attend, les cours redescendent, les cours se stabilisent, voilà. Et là, vous voyez, les cours remontent. Là, ça m'intéresse. Donc du coup, quand je place mon pivot, là, je viens voir en fait si mon spaghetti horizontal peut se raccrocher à quelque chose. Et donc du coup, je réalise que voilà, en le mettant bien, on va voir un petit peu la suite des choses.
je touche à rien, voilà, je prolonge mon pivot. Est-ce qu'on a quelque chose qui est bien? Voilà, donc là, je prolonge, vous voyez, et je vais réajuster le niveau de mon pivot, voilà, je le remonte un petit peu, et là, on est pas mal du tout. Donc mon pivot, il était là, travailler ici, on fait la grande base, ensuite ça revient contre le pivot, et regardez ce qui s'est passé ici, voilà, je zoome, on réajuste toujours un pivot sur la fin. Si j'avais mis ma petite alerte pivot ici, ma petite cloche, bim, je serais rentré sur un trade qui a accéléré assez fortement. Voilà. Donc ça, c'est le genre de trade qu'on peut faire. Et puis, capital B, voilà, on peut voir, est-ce que c'est en train de refaire d'autres choses? On peut jouer sur une autre unité de temps pour voir un petit peu. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, en gros, toute la liste ici, toute la liste un petit peu pour poser ses pivots et pour repérer l'ensemble. On peut s'amuser aussi à aller voir sur les Ether compagnies que j'ai rajouté un petit peu. Voilà, ici, est-ce qu'on a... Là, par exemple, on est sur BTBT, une grosse Ethereum compagnie. Regardez, je vois un pic là, un pic là, un pic là. Donc, je vais essayer de placer un pivot. Voilà, je place un pivot. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus haut, moins haut? Voilà, c'est une zone pivot. Puis si je reviens un petit peu en arrière, que je veux l'accrocher au début, ça revient sur cette zone-là, sur cette zone-là ici. Voilà, donc là, j'ai un pivot qui peut être intéressant sur BTBT. Voilà, donc je le prolonge largement dans le futur, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais placer une alerte pivot. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour faire sa petite routine screening le soir, même quand on n'a pas des screeners très perfectionnés ou qu'on n'est pas trop formé encore sur la partie bourse. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous amuser, vous exercer à faire. Chapitre 7, bonus, ma liste Bitcoin. Donc j'ai refait cette liste-là. Les élèves qui sont avec nous dans la formation, je vous enverrai la liste directement dans votre espace de travail. Je vous ferai un fichier qui permet même directement de la charger dans ProRealTime, comme ça ce sera directement pour vous. J'ai refait un petit tableau avec donc du coup les sociétés, tout ça, même si vous n'êtes pas dans la formation, c'est votre cadeau de la conférence, vous pouvez le prendre. Je demanderai à Cédric de partager ce tableau-là dans le canal Telegram. Et donc du coup, vous pouvez retrouver les tickers. Donc là, par exemple, Bitcoin Standard Treasury Company. Actuellement, elle s'appelle CEPO, elle va s'appeler BSTR. Voilà, donc c'est un petit astérix par rapport à ça. Donc il y a le pays d'origine. Quand le pays d'origine, vous voyez, c'est ici là. Pour l'Allemagne et pour la France, ça c'est des choses qu'on peut prendre sur notre PEA par exemple. ADE, elle est PEable comme on dit, SQNS, elle est PEable aussi, Capital B, elle est PEable aussi, et tout à droite en fait vous avez la valeur en fait de tous les bitcoins détenus. Alors ça c'est une valeur qui a été faite au 20 septembre, donc ça veut dire que le tableau va être bientôt périmé, donc profitez-en, prenez-le, implémentez-le sous forme de liste, et puis faites-vous votre liste avec vos petits repères, tracez vos pivots et éventuellement vos alertes pivots. Chapitre 8, un autre bonus encore, bonus numéro 2, quel est le prochain narratif? Attention, je vous laisse réfléchir, vous êtes prêts? Réponse 3, 2, 1, le prochain narratif est Ethereum. Qu'est-ce que c'est que Ethereum? Et effectivement, on a Ethereum qui est la crypto numéro 2 juste derrière Bitcoin. Alors attention, c'est pas du tout pareil, elle n'a pas du tout la même connotation que Bitcoin. Il n'y a pas de phénomène de rareté, elle n'est pas en nombre limité. Ethereum, c'est une crypto qui est centralisée par la fondation de Vitalik Buterin. Il n'y a pas notion non plus de réserve de valeur. En fait, Ethereum, ça a une certaine valeur, mais c'est plutôt une crypto-monnaie qui a développé tout ce qui est les smart contracts, et beaucoup de cryptos sont adossés dessus. Donc, ce n'est pas comme Bitcoin, mais on peut tout à fait réaliser une approche spéculative dessus, et quand on met en place une routine pour chasser les Bitcoin Treasury Company, finalement pour quelques minutes de plus dans votre routine, vous pouvez aussi surveiller les Ether Treasury Company. Donc mon bonus numéro 2, il est juste là, je vous donne un autre tableau. Voilà, pareil pour les élèves de la formation, ce tableau sera directement dans votre espace de travail. Et vous pouvez voir ici le classement en fait de toutes les Ethereum Treasury Company. Donc la plus grosse c'est Bitmain qui détient plus de 2 millions d'Ether.
Ensuite, vous avez, voilà, elles sont quasiment toutes aux États-Unis. Alors, celle-là, je l'ai listée, 1931 HK. Elle est sur Hong Kong. Celle-là, j'arrive pas à la prendre, mais elle figure dans le tableau. Donc, pour ceux qui ont des autorisations de compte, moi, je les ai pas ouvertes pour trader sur Hong Kong, mais ça peut être faisable. Voilà, je sais que, par exemple, pour la petite histoire, c'est une société qui faisait du médical, assez fortunée apparemment, et qui a ouvert une partie de sa trésorerie sur Ethereum. Donc, du coup, ça lui a valu une grosse augmentation de liquidité, une grosse prime, un gros premium en fait au niveau de la valeur des actions. Allez, un petit dernier bonus, en fait c'est plutôt une hypothèse dans les narratifs 2020. Donc on va le voir, les Bitcoin Treasury Company vont être certainement très présentes en 2026, certainement également aussi les Ethereum Treasury Company, et pourquoi pas à surveiller une autre crypto-monnaie qui peut être intéressante, qui est la concurrente en fait directe de Ethereum, ce serait pourquoi pas des Solana Treasury Company. Je vous remercie énormément de votre attention, de m'avoir accordé votre temps. Je remercie aussi Eric Larchevêque que j'ai croisé samedi à un séminaire qui m'a fait une petite photo. C'est quand même super agréable parce que Eric Larchevêque, c'est l'équivalent de notre Michael Saylor mais français. 47e fortune française si je ne me trompe pas, ex-fondateur de Ledger, etc., qui lui est un Bitcoin maximaliste. C'est vraiment très intéressant de l'écouter parler. C'est même, je vais piquer son exemple en fait pour illustrer le schéma, l'ingénierie financière des Bitcoin Treasury Company. Donc Eric Larchevêque, qui est grand homme par la taille et par le savoir et la sagesse. Donc voilà, merci Eric de nous avoir proposé ce bon séminaire samedi. Je termine par orientation de cette conférence. Trouver des Bitcoin Treasury Company, c'est intéressant, mais en fait, ce que je vous ai montré, tous les élèves en fait de la formation savent le faire. C'est quelque chose qu'on apprend dans LSL Fast Track. C'est quelque chose qui est vraiment important si vous voulez travailler votre indépendance financière. J'ai discuté avec Cédric, c'est la dernière fois qu'on ouvre Fast Track, donc c'est la dernière fois qu'on va faire du coup une ouverture possible vers l'école LSL. Qu'est-ce que c'est que Fast Track? Fast Track, c'est le programme de LSL qui est fait en version accélérée. C'est-à-dire qu'en 4 mois, vous faites l'école LSL, vous êtes encadré par la team, c'est-à-dire par moi, par Farid. On est là, on est présent tous les jours pour encadrer le groupe. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes au milieu de tous les élèves de LSL qui vous permettent en fait de monter en compétences, de bien comprendre, etc. Et faire LSL Fast Track, c'est 4 mois d'apprentissage et c'est 1 an dans un groupe qui va vous permettre en fait de surfer les meilleures vagues sur le marché, donc de pouvoir trader des actions, être autonome, savoir les trouver tout seul, avoir une compétence et pouvoir faire votre screening tout seul et trouver votre pépite tout seul. Voilà. Donc LSL Fast Track, je pense que c'est peut-être la dernière fois de l'histoire qu'on ouvre les portes et ces portes sont ouvertes jusqu'à dimanche soir minuit. On reçoit, je vous le dis, c'est pas du tout, moi j'ai aucun intérêt, j'ai pas d'intéressement. On reçoit souvent des élèves qui nous disent zut, j'ai loupé cette opportunité-là, je regrette, quand est-ce que vous rouvrez les portes, je serai là, je serai présent, promis à la prochaine, etc. On reçoit ça chaque année. Je vous dis juste, voilà, de vous à moi, c'est la dernière fois que l'école LSF ouvre ses portes, donc si vous voulez profiter de cette dernière aventure, c'est maintenant, c'est avant dimanche soir minuit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette conférence qui vous a été donnée gratuitement, que vous en tirerez beaucoup de valeur, que vous ferez d'excellents trades. Dans tous les cas, pour ceux qui franchiront le cap, on vous souhaite la bienvenue sur votre accompagnant dans LSL Fast Track. Et on va passer maintenant à la partie questions et on va essayer de répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez tout compris. Je pense qu'avec Farid, je ne sais pas si Farid tu es là, est-ce que Farid tu as ton micro qui est ouvert? Je pense qu'en fait on a tellement démarré vite sur la conférence que maintenant il est temps de nous présenter. Farid, est-ce que tu es là et est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Si tu veux prendre la parole, si je peux t'ouvrir ton micro. Oui, vous m'entendez? On t'entend super bien. Ok, bon, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre participation. Certains et certaines d'entre vous, vous me connaissez parce que déjà vous êtes parmi nos élèves ou alors vous m'avez eu sur le support client ou dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Donc je pense qu'on peut peut-être se présenter très rapidement. Qui es-tu, Farid? Hein? Qui es-tu? Qui je suis? Alors, à la base... je vois qu'il y a Cédric qui est arrivé.
À la base, je suis coach sportif de formation. Je travaillais pour un autre YouTuber formateur en bourse et en fait, nous, on faisait plutôt du day trading à l'époque et du scalping. Et en fait, à cette époque-là, j'ai rencontré également sur ma route le monsieur qui vient de nous rejoindre, Cédric Froment, le trader surfeur. Et pour être très honnête avec vous, et je dis pas ça parce que je fais partie de la team, mais je crois que c'est la meilleure rencontre que j'ai pu faire dans ma vie. Puisque il nous a formé à une autre approche qui est complètement différente du scalping et du day trading. Mais c'est une approche aujourd'hui où moi je m'épanouis, où je suis très rentable, ça me prend très peu de temps. Et si je devais faire qu'une approche, je pense que ça serait celle qu'il enseigne dans son école de bourse, qu'il a montée maintenant il y a presque 8 ans. Ça fait long, le temps passe tellement vite. Mais des années d'expérience qui permettent aujourd'hui vraiment pour ma part en tout cas, de m'éclater, de transmettre ça à vous, à la communauté d'une manière générale, mais surtout à nos élèves, bien sûr, dans les formules d'encadrement. Donc Nico, si tu veux te présenter également, je te laisse la parole. Ah non, passer après toi, c'est compliqué. Tu te présentes tellement bien. Bon, je dis coucou à Cédric qui est arrivé dans la salle. Et Cédric, il est arrivé avec la casquette pour pas qu'on le reconnaisse, mais faites un grand coucou à Cédric dans le chat, comme ça il va devenir tout rouge. Moi, je suis exactement comme Farid, je suis un élève de LSL de la première année. Là, cette année, en fait, on a terminé au mois de mai la neuvième promotion de LSL. Et ce qu'on a fait, c'est que LSL, Cédric s'est tout doucement retiré avec le temps. Il a formé sa team, donc Farid et moi. Il était très content. Il garde un lien assez fort avec son école. Il est content. Et il est surtout très content parce que on assure un petit peu la continuité. Donc cette année, en fait, on fait plus de promotion de LSL. On regroupe tout le monde sous une même mouture de LSL qui s'appelle The Family. Donc tous ceux qui ont fait LSL peuvent venir s'inscrire dans LSL The Family. Et depuis la fermeture de LSL au mois de juin dernier, on a presque été harcelé sur le support avec Farid pour avoir la der des der, parce j'ai même reçu des messages privés de gens qui nous disaient non, non, s'il vous plaît, je comptais sur la dernière possibilité en septembre prochain pour faire LSL 10. Alors, il n'y a pas de LSL 10, c'est fini. La seule chose qu'on a réussi à obtenir de Cédric en le suppliant presque tous les jours, c'est qu'on relance une dernière aventure qui est le Fast Track. Alors, qu'est-ce que c'est que le Fast Track? Farid, si tu peux mettre le lien, je vous l'ai mis sur la dernière dia, mais mettre le lien ici dans le chat. Le Fast Track, c'est exactement comme LSL, sauf que au lieu d'avoir votre programme qui est diffusé sur 8 mois, le programme est raccourci. Donc vous n'avez pas un cours par semaine, mais vous avez plutôt en fait 5 ou 6 cours par mois. Et en fait, le programme de Fast Track vous est donné sur 4 mois. Ça veut dire que quand vous vous inscrivez sur Fast Track, au lieu d'avoir votre premier cours, vous avez déjà les 5 premiers cours pendant 30 jours et vous pouvez les bosser à votre rythme. Et ça, vous n'êtes pas tout seul parce que le programme sur Fast Track qui est sur 4 mois, vous êtes dans un groupe et vous êtes dans le groupe LSL The Family, là où il y a tous ceux de LSL. Donc c'est 4 mois d'apprentissage et 12 mois dans le groupe. Voilà. Donc Fast Track, et j'en ai encore rediscuté et je ne sais pas si j'arriverai à faire plier Cédric cette fois-ci. Voilà, on a déjà quand même tout fait. Fast Track, apparemment c'est la dernière mouture de Fast Track qu'on est en train de lancer. C'est ouvert. On a fait un petit peu le petit teasing, vous avez vu sur le groupe Telegram de Cédric. On a fait des petits posts qui étaient intéressants, etc. Et du coup, le Fast Track ferme dimanche soir. Dernier mot pour me présenter. Je suis effectivement un élève de LSL 1. C'est là où j'ai connu Cédric, c'est là où j'ai connu Farid. Et j'ai noté un petit mot tout à l'heure. J'ai pensé juste là. Les exemples que je vous ai donnés dans cette conférence, ils viennent pas de Cédric et ils viennent pas de Farid non plus. En fait, quand j'ai discuté avec Cédric, je lui ai dit, écoute, j'avais un topo que je voulais donner aux élèves de Crypto Surfer qui concerne les actions liées aux cryptos. Et le topo est à cheval entre Crypto Surfer et LSL. Donc, est-ce que je peux le donner aux deux promotions? Cédric m'a dit oui. Et en fait, le topo était tellement bien que en allant ce week-end à un séminaire, j'ai croisé Éric Larchevêque avec la photo, qui lui aussi a fait le même topo que moi. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, j'ai piqué son exemple. Et en fait, ce topo étant tellement intéressant, je me suis dit, est-ce que Cédric, tu veux qu'on l'ouvre à tout le monde? Et c'est ce qu'on a fait. Mais tous les exemples qui sont dans le topo, c'est moi. C'est moi qui les ai trouvés. J'ai pas demandé à Cédric qu'est-ce que je dois mettre dans ce topo ou autre comme exemple, c'est moi qui les ai trouvés. Je les ai trouvés tout seul.
Pourquoi? Bah parce que j'ai fait LSL. Aujourd'hui, je suis autonome pour arriver à trouver mes propres opportunités, pour arriver à faire mes propres trades. Et généralement, on échange beaucoup avec Farid dessus. Des fois, on envoie même des petits trades qu'on fait à Cédric. Et des fois, et Cédric poste aussi ces trades qu'on fait dans les vidéos du samedi. Mais en fait, tous ces trades-là, c'est des trades qu'un élève LSL classique peut faire. Et juste que nous, on a un petit peu des vieux élèves avec Farid, parce que ça fait quand même 9 promotions, même 10 de LSL qu'on est en train de faire. Mais en fait, en faisant LSL, je suis devenu autonome comme Farid et les trades que je propose, que ce soit sur les bitcoins trésorerie, sur les Ethers trésorerie, sur les rockets, sur les actions liées à la crypto, etc. Tout ça, en fait, c'est le programme de LSL qui vous rend autonome par rapport à tout ça. Voilà. Donc c'était pour me présenter et c'était pour avoir l'occasion de remercier toute la team, Yann, Max, Aurore, Farid, Cédric, et voilà. Et tous les élèves qui sont venus nous soutenir ce soir parce qu'il y a eu beaucoup de travail pour faire cette conférence-là. Euh, pour éviter que ce soit trop en longueur, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est qu'on passe à une session de questions-réponses. On est là, les élèves de LSL ou de Fast Track ou de Crypto Surfer sont là. Donc si vous avez envie de profiter en fait de cette occasion, on se laisse peut-être, pourquoi pas, 10 petites minutes ou un quart d'heure de questions-réponses pour poser vos questions. Vous pouvez tout à fait le faire, il y a pas de problème. Tout ce qu'on vous a montré en fait dans les exemples là, dans cette conférence-là, c'est une partie de la méthode, on vous l'a un petit peu montré, etc. Il faut ensuite, bien sûr, la compléter avec la gestion du risque, comment trouver ses trades, comment mettre en place un screener, comment faire une sortie de trade, votre money management, etc. Et tout ça, bien sûr, c'est ce qui est enseigné dans la formation LSL Fast Track. On Du coup, je va... reprends la parole. Je Vas-y, prends Cédric, la pardon. parole en attendant que les questions soient posées. Donc, bonsoir à tous. Alors, vous le comprenez, ce soir, Farid et Nico reprennent entre guillemets le flambeau après 9 années d'école. Cette année, c'est un petit peu voilà l'épreuve de feu. En réalité, ça fait 2 ans qu'ils ont partiellement repris le flambeau. J'étais toujours dans l'encadrement de l'école. Mais ils ont repris énormément de choses. Et là, cette année, je leur ai dit, bon, moi j'arrête l'école, mais on a déjà 9 années d'expérience. Vous avez été là quasiment à 100% pour les 2 dernières promos. Moi, je faisais vraiment un encadrement très léger. Donc, on peut essayer de faire une année complémentaire comme ça et on verra ce qui se passe. Et effectivement, on a eu beaucoup de demandes sur le support pour que ça aille dans ce sens-là. Donc, ça me fait sourire quand on me dit, bah, Cédric, tu dis toujours que c'est la dernière année, mais je serai pas, voilà, je le dis, je ne serai pas présent dans le fast track. Tous mes cours sont mis à jour. C'est moi qui parle. Ce sont tous les trades que j'ai passés qui sont mis en exemple. Le track record des 5 dernières années, c'est principalement la team et les élèves qui les ont sélectionnés ensemble et qui ont dessiné tout ce track record en live. C'est pas moi qui disais on prend ce trade et on sort là, etc. C'était un travail communautaire. Donc voilà, je suis en train de faire la passation de tout ça parce que vous le savez, je suis en train de partir sur un projet de création de hedge fund. Les enjeux sont assez importants au niveau financier, c'est-à-dire que je ne peux tout simplement pas trader les actions qui sont au sein de LSL. Toutes les opportunités que l'on trouve sur des toutes petites cryptos ou sur des small caps ou des mid caps, ce ne sont pas des opportunités que l'on peut exploiter avec un hedge fund qui va gérer entre 100 millions, 500 millions, voire 1 milliard sous gestion, parce que tout simplement, quand on entre sur ce genre d'opportunité, on fait le marché quand on est trop gros. Et quand on est petit, c'est là où on a un gros avantage, c'est qu'on peut entrer et sortir du marché sans l'impacter. Et ce sont les gros, quand ils constituent leur position sur plusieurs semaines et plusieurs mois, qui entretiennent ce momentum. Mais moi, je ne veux pas faire le momentum de ce marché-là, puisque c'est celui que j'exploitais avant. Donc, je suis passé sur des opportunités qui sont, entre guillemets, invisibles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des opportunités basées sur des patterns graphiques ultra qualitatives, sur des small caps ou des mid caps, mais beaucoup plus sur des grosses classes d'actifs relativement liquides, voire très, très liquides. Hein. On parle voilà, du Nasdaq 100, de l'or, des grosses majeures sur les cryptos, des matières premières, etc. Donc voilà, j'ai
j'ai dû passer à autre chose par la force des choses, hein, mon deuxième projet de vie et rejoint un petit peu un rêve de fac. À la fac, quand j'étais jeune et que je lisais tous ces livres sur les grands traders, notamment les livres Market Wizard de Jack Schwager, pour moi, c'était quelque chose de concrètement inatteignable. Et aujourd'hui, voilà, je suis en train de franchir des petites marches d'escalier vers ce rêve. Et pour moi, c'est plus du tout inatteignable. C'est juste des marches à franchir et entre guillemets, tout est là. Donc, ce que j'ai fait au cours des 9 dernières années, il y a une team, il y a une équipe, il y a une communauté, et c'est pour cette raison qu'on essaie de continuer à la faire vivre via le Fast Track, LSL ou même Crypto Surfer. C'est toute la partie, entre guillemets, formation. Et moi, maintenant, je suis en train de partir sur tout ce qui est gestion. Donc, ce sera moi qui gérerai les opportunités pour moi-même et pour dans 4 ou 5 ans, quand la structure juridique sera créée, pour mes clients. Mais en attendant, tous ceux qui veulent apprendre à faire ça par eux-mêmes, j'ai toujours hein, cette possibilité avec le Fast Track LSL et l'encadrement de Nico et Farid. Je tenais vraiment à ce qu'ils soient, entre guillemets, en roue libre, seuls pour cette conférence, parce que parce que voilà, ça fait 2 ans que c'est comme ça en privé, et enfin ça fait 1 an et demi, et voilà, j'ai ouvert cette conférence au grand public, à toute la communauté, pour que voilà, vous compreniez que si je suis là de très très loin, que j'encadre plus, c'est parce que je peux me reposer sur mes deux piliers, qui sont Nico et Farid. Donc, apparemment, on a quelques questions qui ont été posées eh bien, dans le chat. N'hésitez pas à les poser et je vais laisser Nico et Farid reprendre la suite. Si des questions me sont adressées directement, j'y répondrai aussi. Merci Cédric d'être passé. On n'était pas sûr que tu viennes, ça fait super plaisir de te voir. On a des questions dans le live. Moi, je vais répondre à la question. Tiens, je vois celle de Lionel. Quel est l'intérêt du coup de trader des crypto-trésoreries, Bitcoin, ETH, alors qu'elles sont directement corrélées aux cryptos elles-mêmes? Si on a 6 cartouches, ne vaut-il pas mieux directement de trader des cryptos ou des actifs non corrélés si on a déjà des cryptos? En fait, effectivement, si tu as déjà du Bitcoin, toi, c'est ce qu'il y a de mieux dans ton portefeuille. Il y a juste que tu peux aussi avoir un compte titre pour ta société, où tu peux avoir accès à d'autres enveloppes et qui ne te permettent pas de mettre des cryptos dedans. Et là, tu peux choisir d'avoir une exposition sur tes Bitcoin Treasury qui sont elles-mêmes liées à la crypto. Mais je pense que tu l'as vu, elles se valent pas toutes. Et donc, du coup, il y a celles qui ont le MNAV qui est plus élevé, celui qui est moins élevé, selon l'appréciation du marché. Mais en fait, si tu effaces tout ça et que tu réduis juste ça à un graphique, comme on le fait à chaque fois, tu prends ta liste de tes Bitcoin Treasury qui étaient là, et puis tu regardes celles dont finalement le sentiment de marché ou l'approbation est fait que tout le monde est d'accord et tout le monde a le même consensus dessus. Si tu arrives à dessiner peut-être une tasse séance ou une large base ou autre, etc., avec ton pivot, et que d'un seul coup ton pivot est franchi à la hausse, ça, juste ce petit coup d'œil là en 2 secondes, tu es capable de faire ton analyse et voir que il y a peut-être un analyste ou quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qui d'un seul coup se sont dit cette Bitcoin Treasury là est sous-évaluée. Elle a un énorme premium et donc du coup elle est à ce niveau de prix là et en fait elle devrait être vers ce niveau de prix là. Et toi graphiquement en fait tu t'es épargné la calculatrice, les calculs de machin, etc. Graphiquement en faisant juste défiler ta liste tous les soirs, tu peux voir celles qui sont sous-évalués ou surévalués ou qui sont en rattrapage d'évaluation. Et ça, c'est ce qu'on fait en fait dans l'école, mais que ce soit pour l'or, les bitcoins treasury ou une action ou autre chose, etc. En fait, c'est très drôle parce que généralement, quand tu apprends à reconnaître une pattern, une tasse, une nuance, un triangle qui casse à la hausse, etc., tu regardes un tout petit peu l'ensemble et des fois on ne sait même pas ce que fait en fait cette société. C'est juste après qu'on se dit tiens elle est intéressante, elle est en train de faire une belle figure, bien contractée sur la fin. On a un breakout, mais que fait cette société-là? Tu vois? Et nous, on est plutôt en train de dire, on attend que tout le monde apprécie cette Bitcoin Treasury-là, et quand elle casse à la hausse, c'est là où nous, on se dit, tiens, bah, on va rentrer aussi, quoi. Donc, c'est tout le monde qui fait le travail d'appréciation de la valeur, et quand le marché se met à valoriser plus cette action-là, peu importe ce qu'elle fait, c'est là où nous, on peut rentrer dessus. En fait, dans la conférence, j'ai pris l'exemple des Bitcoin Treasury parce que tout le monde en parle, mais nous, notre plus-value en fait qu'on fait dans l'école, dans Crypto Surfer, dans Fast Track, c'est que notre approche est graphique.
tu pourrais tout à fait te dire, tiens, il y a une fois où Cédric parlait du prix de l'immobilier dans tel quartier à Dubaï. Bah, en fait, ça correspond à un graphique. Et quand d'un seul coup, dans ton graphique, le consensus des prix est cassé à la hausse, eh bien, c'est là où peut-être ça peut être intéressant d'acheter un appartement dans ce quartier-là à Dubaï. Voilà, c'est vraiment ça qu'on fait. Farid, si tu vois Je vais d'autres. répondre à une question qui m'est posée directement en attendant que tu fasses le tri, Nico. Donc, une question pour Cédric. Avec le super projet de hedge fund, penses-tu que tu pourras garder suffisamment de liberté et d'équilibre de vie, un de tes grands enseignements, alors que tu pourrais sans doute atteindre les mêmes objectifs financiers en solo? Alors, en réalité, le hedge fund, c'est un projet solo, c'est-à-dire que je le fais pour moi, mais je me laisse la liberté et l'opportunité de l'ouvrir au public dans quelques années. Mais la logique, elle est extrêmement entre guillemets égoïste ou personnelle. Ça vient d'un défi, d'un challenge qui est interne, qui est un rêve pour moi, voilà, de jeunes étudiants de fac qui a été passionné par tout un tas de livres et qui a été emporté par toute cette dynamique. Et voilà, 25 ans après, je me retrouve concrètement dans ce type d'aventure. Mais il ne faut pas croire que ça me prend énormément de temps, hein. Je structure tout dans ma vie, on me prend pour un fou, hein, mais de manière à ce que le temps soit contracté au maximum. C'est-à-dire que toute la partie recherche, mise en place de tous les systèmes a pris quand même beaucoup de temps. Mais l'exécution, c'est quelques minutes. Le matin, quand je me réveille, je lance mes ordres et après, c'est fermé. Et le reste de la journée, entre guillemets, je n'ai rien à faire. Les seules choses que j'ai à faire, c'est si je veux faire de la recherche, si je veux essayer de trouver un système qui est décorrélé de ce que j'ai déjà en portefeuille, qui peut faire sens en portefeuille, si j'ai des idées. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller lire, d'aller écouter les podcasts, de m'inspirer de ce que font certains hedge fund managers, certains traders, et de modéliser ça, de voir s'il y a quelque chose que je peux ajouter sans que ce soit quelque chose en surplus ou de déjà vu dans mon portefeuille. Donc, c'est un petit peu ça mon quotidien. C'est beaucoup de liberté, du surf, du golf, du temps avec les enfants. Et quand je pars dans des périodes de recherche. Là, effectivement, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est du temps, pour moi, c'est pas du travail, hein, c'est de la passion. Mais sinon, dans l'exécution en soi-même de ce qui existe déjà, c'est littéralement quelques minutes par jour le matin et puis c'est fini. Alors moi je voulais juste répondre à Chris, donc je lis son post, donc j'aimerais votre avis s'il vous plaît. Je suis rentré sur l'or en accumulation depuis 2023 jusqu'à 200 000 aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ou est-ce que je vends 100 pour dispatcher sur quoi? XRP, BTC? Merci. Alors, je vais pas te faire une réponse forcément que tu attends, mais ce que je voulais te dire, c'est que justement, si tu étais formé, tu saurais exactement quoi faire et exactement quand vendre tes positions. Nous, dans l'école, par exemple, avec les élèves qui sont là, on est en train de surfer deux positions sur l'or. Une position qui est plus ancienne et une position qu'on a pyramidée plus récemment. Nos deux positions, elles sont sans risque et surtout, on sait exactement comment on va sortir de position. Et quand tu accumules même en passif, même pour du long terme quelque chose, il faut toujours que tu aies un plan B. Il faut que tu saches quand tu vas sortir, quand est-ce que tu vas prendre des gains partiels et aussi que tu saches comment tu vas gérer si jamais ton scénario haussier ne se fait pas et qu'au contraire ça continue de chuter. Donc ça c'était pour la réponse pour Chris. Et Chris demandait aussi comment ça se passait un petit peu l'organisation de l'école. Est-ce que c'est juste un cours en vidéo? En fait tu vas avoir beaucoup de modules, tu vas avoir beaucoup de cours qui vont être délivrés durant 4 mois, donc tu as beaucoup de contenu hein, vraiment. Je crois qu'en plus ils ont accès il me semble aux conférences. Je sais pas si tu confirmes Nico. Oui, 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 on a accès aux conférences quand on fait le fast track. En fait, fast track, ils ont le dossier qui est le même que LSL The Family. Comme ça, ils ont LSL The Family pendant 12 mois. Donc, ils font le programme fast track pendant 4 mois. Ils ont tous les cours du fast track. En fait, c'est celui qui s'est inscrit lundi. 30 jours après, il a les cours du deuxième mois, puis 30 jours après du troisième mois. Et en fait, au bout des 4 mois, il a tous les cours. Mais il est dans le groupe de LSL The Family. Et il y a une section qu'on a créée pour les nouveaux élèves qui arrivent. Comme ça, ils peuvent poser leurs questions. Nous, on les repère directement, donc on peut répondre directement à leurs questions. Et ils sont au milieu de tous les autres élèves. Il y a une grande bienveillance. En fait, j'ai déjà vu avec Valentin qui vient aider les nouveaux élèves et tous les autres. À chaque fois, les autres élèves qui ont
ont déjà plus d'expérience, une année ou 2 années, viennent répondre à tous les élèves. Et effectivement, dans LSL The Family, on fait un grand live, c'est toutes les 6 semaines à peu près. On reprend toutes les conférences qu'on a faites depuis 9 ans dans LSL. Alors, on a fait des conférences qu'à partir de LSL 4, mais on a 5 années de conférences qu'on refait à chaque fois. Et le but, c'est que on les remette à jour, qu'on les revoie tous ensemble et qu'on passe un moment live ensemble qui permet en fait de bien implémenter en fait une conférence et de mieux la retenir, quoi. Donc oui, il y a une bonne ambiance, tout est fait pour bien encadrer un élève et voilà quoi. Je pense que si vous avez vraiment l'occasion de discuter avec des élèves de LSL, c'est maintenant, c'est ce soir. Et moi, je ne vends pas ou je ne survends pas le programme, mais les élèves sont là, ils sont contents et tout se passe pas mal du tout, quoi. Je rigole à la question que tu as posée, c'est Chris, c'est ça? Qu'est-ce que je fais de tout mon or? Bon, on l'a vu dans la conférence, tu le mets dans un conteneur et tu fermes le conteneur et tu t'expatries avec, quoi. Question de Bernard, existe-t-il des XRP Treasury Company? Non, je crois pas. On n'en est pas encore là. Je crois qu'on est pour l'instant sur la deuxième étape qui est les Ethereum Treasury Company. Il y en a une qui est super intéressante. Regardez là dans votre liste, dans le tableau que j'ai mis. J'ai pas fait le cas pratique dessus, mais c'est BTBS. C'est une Ethereum Treasury Company. Et celle-là, bah, faites l'exercice après le live. Allez voir, chargez votre graphe et vous allez voir qu'elle est en train de vraiment de se stabiliser. Tracez votre pivot et votre alerte pivot. Ça peut être vraiment très très intéressant à suivre. Je rigole parce que Et d'ailleurs, le premier ETF sur le XRP, il a été coté, je crois que c'était à la fin mai de cette année. Donc, ça fait partie des grandes nouveautés, hein. On sent vraiment une adoption qui arrive de plus en plus forte, hein, pour cette classe d'actifs. Euh, Probablement que Trump y est pour énormément de choses, mais ça fait plaisir, surtout que, enfin, moi j'en avais déjà parlé, hein, mais dans le cadre de mon projet de hedge fund, je me vois pas du tout trader des fonds sur un échangeur. Déjà, tous les problèmes de sécurité, de hacking, de homejacking, de tout ce que vous voulez, pour moi, c'est sur un compte boursier via des ETF. Et le fait qu'on ait maintenant le XRP, le BTC, l'Ethereum et un ETF sur les actions de la blockchain, ça permet déjà de faire de belles choses. Donc, plus ça va aller dans ce sens-là et plus, en fait, on aura vraiment une preuve que l'adoption devient de plus en plus massive. Et probablement qu'il y aura des actions XRP dans les 12 ou 15 prochains mois, d'ici 1 an et demi, je pense. il y a Lionel qui confirme qu'il va y avoir des Solana Treasury en planification. Donc, vous voyez, voilà, on est déjà un petit peu dans le futur. C'est toujours intéressant de se dire, tiens, telle société détient tant de Bitcoin. Donc, du coup, j'achète en achetant cette société des Bitcoins qui sont là. Mais n'oubliez pas, il y a toujours des fois un management ou une équipe qui peut être un plus dans cette société-là ou au contraire un moins. J'ai eu une question, c'était Crypto Blockchain Industry, je sais plus, où il y avait il y a en fait des sociétés qui étaient liées à la blockchain qui se sont cassées la figure parce que la gérance était mauvaise. Donc n'achetez pas en fait n'importe quelle Bitcoin Treasury, regardez votre graphique, attendez qu'elle soit sur une stabilisation de prix, et à ce moment-là, quand d'un seul coup il y a un énorme décalage à la hausse, c'est là où il se passe quelque chose parce que le marché la valorise. C'est vraiment là où, oui, voilà. Mais tout ça, il faut vraiment avoir votre gestion du risque, votre plan de trade derrière, il faut avoir un bon money management, etc. Voilà, tout ça, c'est vraiment ce qu'on apprend dans la formation. L'idée, c'est que bah, vous puissiez tranquillement avoir un portefeuille qui travaille pendant des années et des années. Et en parlant de gestion du risque, il y a Xavier qui demande quel est en moyenne avec LSL votre rendement mensuel en swing trading. Donc bah déjà Xavier, en fait on n'a pas de rendement mensuel parce que le swing trading ça délivre pas des performances régulières comme un livret A, donc on peut pas à la fois avoir des performances à haute rentabilité et à la fois avoir la régularité d'un livret A. Le livret A t'as ton rendement fixe mais ça apporte pas grand chose. Nous on vend pas de performance, j'ai pas envie de moi de vendre du rêve ce soir. Par contre, voilà, pour vous dire transparent ce qu'on a fait, en 2024, on a fait plus 60%, donc ça a été une année exceptionnelle et hors norme. Et là, en 2025, pour l'instant, sur les trades qui sont clôturés avec les élèves là, de cette année, on est à plus 20% actuellement.
sachant qu'on a des positions encore en cours qui vont se déboucler dans les mois, trimestres à venir, et qui vont rajouter de la performance au fur et à mesure. Mais avant de penser performance, voilà, ça je voulais vraiment insister là-dessus, pensez d'abord sécurité, c'est toujours important, d'abord savoir combien on est prêt à perdre avant de penser à combien on va gagner. Ouais, le graphique des cas pratiques qui ont été retenus en live, donc le bilan de performance, il est accessible sur la, la page de description du Fast Track et vous avez ça depuis juin 2020, il me semble. Donc il y a quand même pas mal d'années et il y a des années où littéralement c'est comme pour tout, il n'y a pas de possibilité de faire de la perf. Enfin, l'année 2022 a été une année relativement flat. L'année 2023, la première partie était elle aussi flat. C'est un petit peu l'idée, c'est quand il y a une vague à la hausse, c'est là où les opportunités nous permettent de capitaliser dessus, hein. Et quand il n'y a pas de tendance, le but du spéculateur, c'est juste de protéger son argent. Et s'il n'y a pas de tendance ou entre guillemets des fake breakouts, des tentatives de reprise de tendance qui derrière ne sont pas suivies, c'est là où on va faire des petits trades gagnants, des petits trades perdants, des trades gagnants, perdants, etc. Et il y aura pas de magie. Mais quand les marchés sont bien orientés, comme c'est le cas en ce moment, c'est là où on peut vraiment sortir notre épingle du jeu. Et le gros avantage quand on fait de la spéculation au trade par trade, c'est qu'on peut ajuster son money management pour chaque trade. Donc, si on est dans des conditions de marché qui sont extrêmement porteuses, on peut augmenter son risque par trade parce qu'on sait qu'on a des espérances de gain qui sont beaucoup plus importantes, qu'on sait qu'on a un taux de réussite qui est aussi beaucoup plus important. Donc, on peut se permettre de prendre un risque par trade qui va pas être de 0,5%, ni de 0,6, ni de 0,7, mais on peut aller un petit peu plus au-delà quand on a un trader bien expérimenté. Quand on a un trader débutant, quoi qu'il arrive, on ne veut pas dépasser les 0,7% de risque par trade, parce qu'il faut déjà qu'on comprenne si cette activité est faite pour nous. Et le but, c'est entre guillemets, de sauvegarder son patrimoine et son épargne pendant la période d'apprentissage. Mais une fois que la période d'apprentissage, elle est faite et qu'on sait que c'est OK pour nous, c'est là où on peut se permettre d'être beaucoup plus agressif pendant les phases de marché haussier, comme c'est le cas en ce moment, et d'être extrêmement défensif quand les marchés ne sont pas bons. Et ça, il n'y a pas besoin de faire des prédictions pour ça. On se rend compte, l'état du marché, on s'en rend compte. C'est-à-dire que ce n'est pas un état qui change du jour au lendemain. Ce sont des semaines et des mois durant où on reste dans un marché en range, où on reste dans un marché en haussier, où on reste dans un marché baissier. Et tous ces mois durant, quand on a juste l'image, le constat à l'instant T de ce qu'est le marché, en ce moment il est haussier, on sait juste qu'on peut avoir un money management très agressif en ce moment, tandis qu'en 2022, on l'a bien vu, on était dans un gros marché en range, et donc on savait qu'on devait être pratiquer la spéculation avec un money management extrêmement défensif. Et c'est pour ça que vous pouvez le voir sur le bilan de toutes les opportunités. L'année 2022 est une année qui est très flat, il n'y a pas de magie. Par contre, quand les années sont haussières, on peut être un petit peu plus agressif et on a plus de trades gagnants. Et les accidents positifs sont aussi beaucoup plus importants, ils sont décuplés. Et moi, c'est ce que j'adore dans cette méthode, parce que sur le support, on avait pas mal de questions de gens en fait qui ont peur d'investir en bourse parce qu'ils ont peur des crises et des crashs boursiers. Parce qu'effectivement, ça peut être extrêmement violent. Là, on a vécu le Covid, l'année 2022, mais ça, c'est rien comparé à la crise des subprimes ou 2000 ou le crash de 87, etc. Et ce qui est bien, c'est que nous, lorsqu'il y a des crashs, on n'est tout simplement pas investi avec cette méthodologie-là. Et les screeners, naturellement, se vident en fait quand les conditions se détériorent. Donc, on a une protection aussi par rapport aux crises. C'est un petit peu comme un surfeur, hein. Vous allez à l'eau, vous êtes au mois d'août en Méditerranée, vous avez beau avoir votre planche de surf, vous n'allez pas trouver de vagues. Donc, c'est la même logique quand vous lancez vos screeners, quand on est dans des mauvaises conditions de marché, vous ne trouverez pas d'opportunité, vous ne trouverez pas de vagues à surfer. Donc, ça vous protège. Ça vous protège. C'est-à-dire que même si vous avez envie de faire quelque chose, vu qu'il n'y aura pas grand-chose sur les screeners, vous serez protégé contre vous-même de vous lancer dans des trades impulsifs. Alors, c'est une partie de la protection, hein. Il y a une autre protection qui est un recablage mental qui est fait pendant les 12 mois du fast track. Mais en tout cas, des screeners qui sont vides d'opportunités pendant les mauvaises conditions de marché, c'est déjà un bon garde-fou. Farid, on le surnomme micro d'or. Je ne sais pas si vous avez vu la couleur du micro de Farid. Je voulais avoir le ballon d'or, mais c'est pas moi qui l'ai eu, malheureusement. Bon, dans tous les cas, maintenant, vous savez exactement ce que nous, on fait au sein de l'école LSL, ce qu'on fait tous les jours. Vous avez les élèves de LSL qui sont là. Il y a tous les cas pratiques. Il y a le screening, il y a les opportunités qui sont là, il y a l'encadrement.
Dans le chat ici, je vous ai donné le mail. Si vous avez des questions que vous voulez nous poser, vous pouvez nous envoyer un mail à idevenirtrader@gmail.com. C'est Farid ou c'est moi qui vous répondront selon l'heure de la journée. Donc, vos formateurs sont ceux qui sont également présents sur le support mail pour vous répondre et pour faire les cas pratiques. Et j'ai également re-rappelé, voilà, je ne vais pas re-rappeler non plus éternellement, mais si vous voulez voir les inscriptions pour le Fast Track, c'est sur le lien que je viens de donner, lespéculateurlibre.com. Voilà, allez voir vraiment directement. De toute façon, Cédric va en reparler une dernière fois, je pense, dans la vidéo hebdo de samedi matin. Et retenez juste voilà, que dimanche soir minuit, voilà, après ce sera trop tard si vous voulez faire partie de l'aventure, réfléchissez vite. Est-ce que Farid, Cédric, vous voulez rajouter un petit mot? On est déjà à 1 heure et demie du lancement du live. C'est un beau live qu'on a fait. Si vous voulez faire un petit mot pour la fin éventuellement. Non, moi je voulais juste préciser aussi aux élèves que qu'on a créé ces dernières années beaucoup de conférences qui se rajoutent au programme. Et du coup, il y a beaucoup de variétés parce que ça va des stratégies dividendes à l'investissement SCPI. Moi personnellement, je me suis créé des revenus passifs avec les SCPI qui me permettent de les réinvestir en bourse. Donc on en a parlé dans des posts dans le canal Telegram de Cédric. Et le chartisme qui permet aussi par exemple de faire du trading range. Enfin bref, il y a énormément de choses complémentaires de l'approche principale dont on vous a essentiellement parlé ce soir. Et puis surtout, écoutez, je voulais vous remercier dans tous les cas de votre présence parce que ça fait plaisir de voir en fait tous ces visages de cette magnifique communauté qu'a pu construire Cédric au travers ces dernières années. Donc bah voilà, merci pour votre présence. Cédric, un petit mot. On profite de ta présence encore. Eh bah oui, c'est probablement l'un des derniers. Non, parce que j'en ferai d'autres, des lives. Je serai obligé de partager un petit peu et de documenter mon aventure pour la création de mon hedge fund. Donc, je pense que je ferai un live par an, mais public, hein, où j'expliquerai un petit peu où j'en suis dans la création de tout ça. Mais voilà, effectivement, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que Nico et Farid, hein, tous les deux, vous êtes entre guillemets à ma place, hein, c'est-à-dire qu'il y a 9 ans, j'étais tout seul et je faisais ce que vous faites là. Et ben maintenant, c'est moi qui suis derrière et qui écoute la conférence. La conférence, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein, c'est Nico. Et j'ai appris des trucs ce soir, donc je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Donc continuez comme ça, les gars, parce que je suis votre premier élève maintenant pour toutes les nouveautés que vous allez nous sortir dans The Family et dans le Fast Track. J'ai échangé avec Cédric tout à l'heure, j'ai envoyé le lien en disant, hey, si tu veux venir quand même, tu peux, tu mets une casquette, tu viens dans la salle, et c'est exactement ce que Cédric a fait, ça fait super plaisir d'être là. C'est la fin de ce live, merci à tous. Je vais rejoindre ma femme qui adore quand je suis en live parce qu'au moins j'ai une belle chemise, je suis bien rasé, donc je vais rejoindre madame et les enfants. On est encore là et on est disponible par mail si vous avez d'autres questions. C'était vraiment un plaisir comment dire, de hacker ce tutoriel pour les élèves et de vous l'offrir à tous. J'espère que vous profiterez bien de la suite de ce marché aussi pour prendre de belles opportunités. Et à tous ceux qui viendront avec nous, ça nous fera chaud au cœur qu'on puisse vous encadrer sur du coup Fast Track sur les prochains mois et passer toute une année ensemble. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup et au plaisir de vos nouvelles. À bientôt. Ciao, ciao à tout le monde.